Carlos Lopez, vous êtes économiste, vous avez occupé le poste de secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, vous avez une longue expérience des institutions internationales. D'abord, aujourd'hui, 4 mois après le déclenchement de la pandémie, avez-vous le sentiment d'avoir évolué dans vos analyses et votre état d'esprit? En effet, il y a un renforcement quelque part de certaines croyances que j'avais concernant le besoin de transformation du continent, notamment en ce qui concerne la structure économique qui est très dépendante toujours d'un certain nombre de caractéristiques qu'il faut changer. Par exemple, la dépendance des matières premières, et une forte dépendance des externalités et très peu d'engagement dans les aspects de modernisation de l'économie domestique et bien sûr la question des inégalités et de la distribution, disons, de la richesse. Donc, tous ces éléments sont renforcés par cette crise parce qu'elle démontre à quel point on vit, on subit la crise différemment selon notre positionnement social et comment les pays africains finalement seront affectés beaucoup plus du point de vue économique, du point de vue sanitaire, justement parce qu'ils sont fragiles et que la narrative, le discours de la croissance africaine démontre, avec une crise telle que celle-ci, toutes les fragilités. Ces questions durent depuis des années, on les a entendues d'une façon récurrente, mais peut-on aujourd'hui réformer dans l'urgence? Est-ce que vraiment le contexte s'y prête pour réformer et surtout pousser l'Afrique à être dans l'efficacité? Pendant des années, on le dit et on le voit très peu. Il y a certains éléments qui permettent d'envisager une transition plus rapide, justement à cause de la crise. La première, c'est que l'orthodoxie traditionnelle des institutions financières internationales est mise en cause. Elle est mise en cause pas à cause de l'Afrique, bien sûr, mais parce que dans les pays les plus importants de la planète, ils envisagent d'affronter la crise avec des politiques économiques qui ne sont pas orthodoxes du tout. Recours à la dette publique, oublier un peu la question du déficit fiscal, essayer d'introduire des stimulations fiscales qui peuvent aller jusqu'à la pression de la monnaie. Donc, ce sont des mesures qui n'étaient plus envisageables. Sans parler du protectionnisme qui a été déclenché tout de suite au début de la crise, chaque pays essayant de protéger au maximum des ressources qui lui faisaient défaut. Donc, voilà un contexte qui est favorable à la discussion, en tout cas, des externalités. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est le fait que la décroissance rapide de la demande des matières premières montre la fragilité des économies qui y dépendent. Et donc, c'est la raison pour un débat beaucoup plus poussé au niveau de chaque pays africain sur la vulnérabilité de cette dépendance des matières premières. Par exemple, les pays exportateurs de pétrole ont vu des cours qui n'étaient pas envisageables, même historiquement parlant. Et donc, c'est le moment de se dire, est-ce que vraiment on a un avenir avec cette volatilité? Et le troisième aspect qui me semble aussi propice à ces changements, c'est que nous avons vu un regain de l'intérêt pour l'intervention de l'État dans le social. Et soit au niveau de la santé, soit au niveau du secteur informel, soit au niveau des prestations sociales, soit même au niveau de l'appui aux petites et moyennes entreprises, qui sont celles qui génèrent le plus d'emplois. Donc, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont quand même assez favorables à accélérer la transition. Mais cela dit, ce n'est pas donné, hein. Ça dépend bien sûr des contextes aussi politiques de chaque pays. L'endettement, on le voit, est en train de s'emballer. De toute façon, comment aujourd'hui faut-il traiter cette question? C'est-à-dire que on demande aux pays, notamment du G20, de faire un geste et d'annuler la dette.
le G20 a préféré un moratoire, mais au fond, quelle est la méthode qu'il faut avoir pour pouvoir permettre à l'Afrique de desserrer les taux sur elle? Bon, il faut dire que le service de la dette dû cette année n'est pas en termes relatifs important, hein. Donc, on parle de 44 milliards de dollars pour l'ensemble du continent. 44 milliards de dollars, c'est une petite goutte dans des programmes de stimulation fiscale. Par exemple, l'Union européenne va aider un pays comme le Portugal, qui est un pays de 10 millions d'habitants, avec une enveloppe de 12 milliards de dollars. Donc, juste pour comparer, hein, pour le continent tout entier, 44 milliards, c'est vraiment pas grand-chose. Mais cela dit, c'est la caractéristique et la composition de ce service de la dette qui pose problème. D'abord parce qu'une bonne partie n'est plus comme traditionnellement dépendante des institutions financières internationales et même pas du Club de Paris, c'est-à-dire les pays donateurs traditionnels, mais en grande partie, elle est due à la Chine et au secteur privé. Ce qui veut dire qu'il va falloir négocier avec des interlocuteurs qui sont complètement différents. Avec la Chine, c'est une négociation, bien sûr, surtout politique. Et avec le secteur privé, c'est une discussion très délicate parce que ce n'est pas une discussion sur le service de la dette en tant que tel, mais sur la signature des pays. Et donc, s'il y a un élément de doute qui s'introduit dans cette discussion, on va payer le prix fort plus tard quand on voudra aller sur le marché des capitaux. La récession, voilà. oui, la récession que nous vivons risque de perdurer sur 1, 2, 3 ans même. Comment aujourd'hui, dans cette phase très particulière de diminution des moyens, hiérarchiser les priorités et comment partir sur une méthode pour pouvoir décoller sans être trop impacté, en tout cas, par cette crise qui va perdurer? Oui, je suis très préoccupé, Hichem, par le fait que nous n'allons pas vraiment avoir une courbe de croissance similaire à d'autres régions du monde. Donc la nôtre, elle sera une récupération lente, prolongée, parce que l'ensemble des caractéristiques qui sont en cours de se développer montrent que l'Afrique sortira de la crise cette fois-ci, ça n'a pas été le cas en 2008-2009, elle sortira de la crise beaucoup plus tard que les autres. Et une des raisons, c'est parce que les autres peuvent se permettre des stimulations fiscales que nous n'avons pas en Afrique. Et donc, on va payer le prix fort cette fois-ci, d'autant plus que tout cet appui qui est en train de se mettre en place pour les pays développés, dans un pays comme le Japon, ça va jusqu'à 42% du PIB en termes de liquidité ajoutée à l'économie, sont très loin des possibilités africaines. Donc, les Africains vont plutôt faire face à une fuite de capitaux. Tout ce qui est un peu fragile dans notre système de régulation bancaire et financier va permettre une fuite vers des places plus sûres. Mais ça risque d'aggraver la situation et d'appauvrir l'Afrique. Voilà. Donc, non seulement nous allons affronter les aléas de la crise en tant que telle, demande réprimée, le fait que les déficits fiscaux vont grimper, le fait que nous allons avoir des déséquilibres macroéconomiques considérables, donc qui vont affecter la qualité de notre gouvernance économique, mais nous allons avoir une dépression de la demande, puisque la demande, elle va recommencer lentement et la plupart des matières premières se vendent avec quelques mois d'avance. Donc là, nous sommes en train de vendre, par exemple, le pétrole qui sera délivré au mois d'avril, au mois de mai. Donc non seulement nous avons ça, mais nous avons aussi cette difficulté additionnelle qui est la fuite de capitaux, soit au niveau légal, là où c'est possible, soit au niveau illicite, illégalement. Comment se traduit pour l'Afrique
l'agilité, cette expression qu'on utilise couramment aujourd'hui. Et c'est vrai, on voit cette capacité d'adaptation étonnante partout dans le monde, via le digital, c'est-à-dire que ce confinement a obligé à des comportements nouveaux. Comment se traduit cette agilité pour l'Afrique? Alors, nous avons été assez surpris par la capacité de réponse de l'Afrique dans certains domaines. Par exemple, l'achat regroupé d'équipements de protection médicale et de médicaments. Ça, c'est très intéressant. C'est une idée géniale et qui est le résultat un peu de la crise et donc qui va durer. Et donc, de là jusqu'à dire qu'on peut apprécier davantage les capacités de la production manufacturière au niveau pharmaceutique, c'est un pas que certains pays sont en train de donner, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud. Donc, nous avons été aussi étonnés par le fait que les pays africains ont été capables d'introduire, dans la limite du possible, d'introduire des mesures de protection de leur secteur de petites et moyennes entreprises. Ça n'a jamais été fait, même dans la crise 2008-2009, donc c'est nouveau, c'est très intéressant. Concrètement, dans quel pays, dans quelle région de l'Afrique vous l'avez vu? Ah, il y en a beaucoup, donc ça commence, il y a des programmes de ce genre qui ont été introduits au Maroc, en Tunisie, au Cap-Vert, au Sénégal, au Togo, à Djibouti, au Rwanda, en Namibie, en Afrique du Sud, et la liste est longue. Donc, la réponse était plutôt bonne de ce côté-là. Et donc, c'est nouveau aussi. Et c'est une réalisation quelque part que les emplois dépendent beaucoup de ce secteur de petites et moyennes entreprises. Jusqu'à maintenant, on faisait toujours la politique avec les grands, pas avec les petits. Maintenant, tout d'un coup, on se rend compte que le tissu économique a été affecté d'une façon beaucoup plus consistante auprès des petits opérateurs économiques. Et une troisième grande surprise pour beaucoup, c'est le fait que l'Afrique a été capable de faire la transition dans le domaine des énergies, profitant un peu des prix des matières premières, des prix du pétrole plus spécifiquement, étant très bas pour éliminer les subventions aux combustibles fossiles. C'est le cas, par exemple, de la Tunisie, c'est le cas du Nigeria. Et le Nigeria, c'est un grand morceau du point de vue économique. Oui. Donc, voilà quelques surprises, mais disons, du point de vue de l'échelle, Hichem, ce n'est pas encore suffisant. Hein. Donc, ce sont des bons exemples de ce qu'on peut appeler en anglais leapfrogging, donc de sauter un peu des étapes, comme on avait fait auparavant avec les digitales, etc. Donc, ce sont des bons exemples, mais ce n'est pas à une échelle qui fait la grande différence. Il y a des institutions africaines et pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a Afreximbank, la Banque africaine de développement et d'autres. Que peuvent-elles faire ces institutions pour accompagner l'Afrique et surtout réduire le coût et l'impact de cette crise qui est véritablement de caractère inédit? Elles sont en train de faire des choses intéressantes, notamment Afreximbank a été très innovatrice en mettant en place un certain nombre de dispositions rapides pour soutenir la capacité d'achat des pays avec des conditions plus favorables que les conditions de marché. La Banque africaine de développement a innové en faisant l'émission d'un bon directement pour le social. C'est la première fois qu'elle le fait. Mais disons, on parle de montants, Hichem, qui sont vraiment très, très minimes. Comment dire relativement à la demande, ne font pas la grande différence. Ils sont très réduits. Et tout ensemble, on est en train de parler de, disons, une enveloppe de 12 milliards de dollars. Donc l'Afrique, elle aurait besoin, si on suit un peu la moyenne des grandes économies avec une stimulation fiscale qui ne va pas aussi loin que l'OCDE si on se réfère à des pays émergents, mais qui est autour de 5-7% du PIB.
l'Afrique aurait besoin de 200 milliards de dollars. Et donc là, 12 milliards, vraiment, on est très loin du compte. Même s'il y a un peu la promesse ici et là de liquidités supplémentaires venant d'autres horizons, tout ce qui vient de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international, ensemble ne fait pas grand-chose non plus, donc même si on en parle beaucoup. Et disons, tout ce qui vient de l'Union européenne, notre premier partenaire du point de vue du développement économique, c'est juste de réallocation de ressources qui étaient déjà programmées. Il n'y a pas d'additionnalité. Donc, vraiment, on a besoin. On a besoin de soutien considérable. Pour réduire cet effet d'annulation des années de croissance africaine, la situation aujourd'hui est très, très, très délicate et risque vraiment de pénaliser la classe moyenne et la population à faible pouvoir d'achat. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, comme il faut beaucoup d'argent pour un peu mettre à flot tout ce monde-là, comment aujourd'hui opérer en termes de plan d'action? À mon avis, ce sera très difficile pour les pays africains de négocier individuellement. Donc, il va falloir une approche continentale. Par exemple, je pense qu'une approche continentale auprès de la Chine va compter beaucoup parce qu'on est en pleine guerre géopolitique à ce moment, en termes d'influence entre les États-Unis et la Chine, l'Europe au milieu, les tensions entre la Chine et le Japon, etc. Donc, l'Afrique doit savoir naviguer cette géopolitique pour mieux négocier. Et elle ne peut pas négocier le Bénin qui se présente pour une négociation ou le Burundi, etc. Non, il faut que ce soit vraiment le continent. Oui. Et l'autre leçon, je pense, importante, c'est qu'on mobilise notre capital domestique, notamment les fonds de pension, qui sont très importants, très mal gérés, avec beaucoup d'argent. Et c'est le moment vraiment de libérer une bonne partie de ce capital pour la reconstruction économique des pays. On ne peut pas exagérer le mot reconstruction parce que nous avons eu beaucoup d'acquis depuis le début de ce siècle qui risquent de déraper complètement juste à cause du Covid. Donc, il va falloir vraiment qu'on se réveille et qu'on fasse le maximum pour que la crise ne passe pas l'année 2021. Moi, je ne parle plus de 2020 parce que je pense que 2020, c'est perdu, on n'aura pas de récupération cette année. Mais peut-être que même pas l'année prochaine. En fait, j'ai envie de vous dire, qui fait quoi dans cette prise de décision? C'est les États, quels sont les acteurs qui sont au premier chef concernés par ce plan de bataille? L'Union africaine, certainement, avec son bureau, qui sont les représentants de chacune des 5 sous-régions, actuellement lidérées par l'Afrique du Sud, mais aussi les présidents qui sont responsables, disons, des différentes régions de l'Afrique et des organes, des sous-commissions régionales, et aussi, bien sûr, le NEPAD, qui est transformé maintenant en agence de développement de l'Union africaine. La présidence est avec le Rwanda. Donc, je pense que ce sont ces pays qui doivent être sur le front. Oui, mais j'ai envie de vous dire, avec la task force composée de personnalités en vue de mobiliser les finances, mais on voit qu'il y a peu d'effets à travers l'action menée par cette task force. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Bon, c'est un travail qui ne se fait pas sur la lumière. Hein. C'est un travail qui se fait derrière les rideaux. Donc, je ne peux pas vraiment juger de l'efficacité de cette équipe pour l'instant, qui est composée d'éminentes personnalités très expérimentées dans le domaine. Donc, il faut leur donner un peu de temps. Mais je pense que c'est difficile. C'est difficile parce que quand on discute de la dette, normalement, s'il s'agit de la dette des pays de l'OCDE, on discute de montant. Oui. S'il s'agit de la dette des pays africains, on discute de principe. Tout de suite, la discussion, c'est sur est-ce qu'on gère bien, qu'on ne gère pas bien, est-ce qu'on ne va pas vraiment créer des dépendances, etc. Quand, en réalité, le monde est à l'envers. Nous avons traditionnellement, jusqu'à, disons, la crise 2008-2009,
le principe que les pays les plus fragiles avaient accès à des prêts concessionnels. Et bien sûr, les autres pays payaient au prix du marché. Actuellement, c'est le contraire. Les pays riches ont accès à 0% et nous payons 6 à 7. Donc, on peut dire non, mais vous avez quand même accès à des prêts concessionnels de la part de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la BAD, etc. C'est pourquoi, j'insiste, les montants disponibles de ces différentes institutions sont très réduits, notamment par rapport à la taille des économies africaines qui a doublé depuis l'année 2000. Donc, il n'y a pas suffisamment de prêts concessionnels, c'est même résiduel, je dirais, c'est résiduel. Hein? Donc, on parle vraiment du résiduel. Tandis que pour les autres pays de l'OCDE, ils ont accès à des montants extraordinairement élevés, à des prix de rabais. Oui, mais le pouvoir inégal des pays existe aussi. Hein? Voilà. Non, mais pour revenir, donc, cette équipe qui discute derrière les rideaux a du pain sur la planche. Vous avez été désigné par l'Union africaine pour la représenter au niveau des négociations post-Cotonou. Aujourd'hui, on a envie d'entrer avec vous dans le cockpit un peu pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique vraiment défend et négocie bien en imposant son point de vue, ses choix à travers cette négociation qui relie 79 pays, même aujourd'hui, même si on a régionalisé l'approche pour rendre efficaces les négociations? Bon, tout d'abord, un point d'éclaircissement qui est très important et délicat politiquement. Donc, il y a les négociations ACP avec l'Union européenne et il y a les négociations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et ce n'est pas la même chose, même si les Européens souvent veulent mettre les deux sur le même panier. Nous insistons sur cette séparation pour des raisons qui ne sont pas seulement, disons, d'apparence. C'est que les ACP ont une relation qui va au-delà de l'Afrique, bien sûr, avec des Caraïbes et du Pacifique, mais qui n'inclut pas l'ensemble de l'Afrique. C'est un certain nombre de pays africains qui sont dans les ACP. Et c'est cette négociation qui s'appelle post-Cotonou. Et cette négociation-là n'est pas une négociation de l'Union africaine. Moi, je travaille avec l'Union africaine comme conseiller. Et donc, dans le canevas de notre engagement avec l'Union européenne, nous estimons qu'il faut avoir une négociation de continent à continent. Et qu'il y a un certain nombre de domaines pour lesquels ces discussions sont extrêmement importantes. Nous avons désigné 4. Donc, il y a le commerce, bien sûr, avec la zone de libre-échange qui comprend l'ensemble du continent. Nous avons les questions de paix et sécurité, nous avons les questions de migration, nous avons les questions climatiques. Donc, avec ces 4 domaines, nous devons négocier continent à continent. Si les ACP, après, négocient, par exemple, l'enveloppe budgétaire, le développement, etc., ça, c'est une autre affaire. Par contre, la même Union africaine a appelé que les pays africains, étant donné qu'il y a un chevauchement important de nombre de pays dans les 2 négociations, a appelé à ce qu'il y ait un minimum de coordination pour s'assurer qu'on ne dit pas de choses différentes dans les 2 tabliers. Et donc, on essaye de donner les éléments techniques qui permettent aux pays africains qui sont membres des ACP de négocier leur accord post-Cotonou de façon à ne pas contredire les positions continentales. Alors voilà, c'est une question d'éclaircissement, mais comme tu peux voir, Hichem, c'est très délicat politiquement. Absolument. Où est-on? Donc, c'est l'année de tous les défis, parce qu'on devait avoir un sommet continent à continent en octobre, donc pour l'instant, c'est toujours dans le calendrier, mais on devait avoir auparavant une réunion ministérielle qui devait avoir lieu au mois de mai. Donc, nous sommes déjà pratiquement fin juin et on n'envisage pas vraiment d'aussitôt d'avoir une telle réunion ministérielle. Donc, le calendrier est perturbé. Et ça, c'est la partie continentale. Pour ce qui est des ACP, donc, ils devaient terminer leur négociation à la fin de l'année dernière. Donc, ils sont déjà
dans une période d'emprunt par rapport au calendrier initial qui devait produire un accord d'ici la fin de l'année. Mais bien sûr, le Covid a encore perturbé ce calendrier. Donc, je ne sais pas si vraiment on peut dire que les choses se passent comme prévu. Je serais tenté de dire que non. Mais il y a des avances, même dans la négociation continentale, il y a des avances. Donc, nous avons, par exemple, toujours défendu qu'on devait avoir un instrument de gouvernance qui permettrait une prestation de comptes des deux côtés et ne pas seulement avoir des déclarations comme celles qu'on fait chaque fois qu'il y a un sommet Afrique-Europe. En tout cas, il y a une complexité réelle de ces négociations. Est-ce que vraiment l'Afrique arrive en tout cas à faire valoir ses choix? Parce qu'on a l'impression que les choses se font quand même et sont d'une certaine façon, entre guillemets, imposées. On avance. Je ne vais pas donner l'impression d'optimisme parce que c'est extrêmement difficile, comme toute négociation, notamment celle qui concerne des domaines aussi délicats que le commerce, l'immigration, etc. Mais on avance. On avance. Par exemple, les faits parlent d'eux-mêmes. Les Européens défendaient les accords de partenariat économique comme la solution pour l'engagement avec les pays africains en matière de commerce. Une des difficultés des accords de partenariat économique, c'est la division de l'Afrique en morceaux. Et donc, nous ne sommes pas favorables à cette approche. Si on avance plus dans la ZLECAf, dans la zone de libre-échange commerciale africaine, on aura beaucoup plus d'espace pour avoir une négociation continentale avec l'Europe. Et je pense que nous avons fait beaucoup de progrès, mais bien sûr, le calendrier, encore une fois, a été perturbé par le Covid. On devait avoir un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la question de la zone de libre-échange au mois de juillet, et je pense que ce sera très difficile de faire un tel sommet. Pour terminer cet entretien, quel est votre chantier actuellement? C'est en termes de réflexion, en termes d'approche, vous avez quand même, vous êtes un des grands connaisseurs des réalités économiques africaines et pas seulement. Qu'est-ce qui vous agite le plus? Je viens de publier un livre sur la transformation structurelle de l'Afrique qui suit un autre sur la même thématique. Cette fois-ci, je l'ai écrit avec un collègue zimbabwéen, Georges Kararash. Nous sommes en train de lancer ce livre et l'objectif principal, c'est de montrer que les discours sur l'Afrique doivent être modifiés par les Africains. Donc, c'est un chantier pour les Africains. Ce n'est pas vraiment plus le temps de se plaindre, de faire référence au fait que nous ne sommes pas bien traités, bien aimés, bien appréciés. Donc, ce temps est révolu. Si nous voulons vraiment marquer le discours sur l'Afrique, on doit construire ce discours. Et donc, ce livre est une contribution pour ce chantier. Et je pense que dans les prochains mois, je serai vraiment très occupé à diffuser les messages de ce nouveau livre qui vient de paraître. On l'aura compris, le narratif sur l'Afrique doit être refait et redéfini par les Africains. Merci Carlos Lopez. Je rappelle que vous étiez l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, que vous êtes un universitaire basé au Cap en Afrique du Sud. Merci, très bientôt. Merci, Jeanne.